Vous êtes bien sur la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Dans l'actualité, ce soir, nous verrons ces travaux d'envergure menés au sein de la centrale électrique des Badamiers avec une révision complète d'un des moteurs de la centrale pour passer à l'énergie verte notamment. Mais avec quelles conséquences pour les usagers? Réponse dans un instant avec Claude Hartmann, le directeur général d'EDM sera notre invité. Retour à Carabolé, 7 mois après les destructions du quartier informel et les tensions qui avaient mené à l'incendie criminel de la mairie de Koungou. Le quartier reprend vie grâce notamment aux efforts des jeunes de la commune. Enfin, du théâtre avec la dernière production de la compagnie Casia Danse Royaume des Fleurs en représentation à Paris jusqu'à dimanche. Là aussi, il sera question de décasage. Voilà pour les titres. Ils ont débuté il y a quelques jours des travaux d'envergure qui sont menés actuellement au sein de la centrale électrique de Mayotte du côté des Badamiers. Une révision complète du moteur G23 de la centrale qui doit permettre d'améliorer la distribution chez les consommateurs. Alors, avant d'accueillir les directeurs généraux d'EDM, voyons ce sujet signé Darush Daou et Farah Hosseini. Un bref exposé avec les différents cadres techniques d'EDM nous est proposé pour ce que les spécialistes appellent dans le jargon la politique de transparence et de visibilité pour un meilleur concept sur l'exploitation de l'énergie. Place maintenant à un véritable marathon dans ce site incontournable pour le quotidien de la population en termes de consommation énergétique, à commencer par ce bloc bioliquide destiné à protéger l'environnement. C'est le premier essai d'un groupe thermique dans l'océan Indien au biocarburant. Donc Mayotte était précurseur dans le domaine. Et donc c'est vraiment une étape qui marque l'investissement et l'avenir d'EDM, puisqu'on a la volonté de s'inscrire dans la transition énergétique et de produire une énergie 100% renouvelable. Vient ensuite l'étape la plus épique de la journée. La révision totale de ce moteur appelé G23 est mastodonte qui doit passer au crible après 20 ans de fonctionnement. L'objectif recherché par l'électricité de Mayotte, assurer une consommation davantage sécurisée et maîtrisée de la production au transport en passant par la distribution et la commercialisation. C'est une révision de type 90 000 heures. Dans un premier temps, c'est pour respecter le planning de maintenance et les instructions du constructeur. Parce que le moteur il a déjà atteint ses 90 000 heures et derrière EDM entretient ces moteurs, les modernise et les fiabilise pour répondre à l'équilibre offre-demande et ainsi accompagner le développement de Mayotte. Rien que pour ce bloc G23, la révision a coûté 2 400 000 €. Autant dire que EDM ne lésine pas sur les moyens pour offrir un service de qualité aux consommateurs. Je le disais dans les titres, Claude Hartmann, le directeur général d'EDM, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on voit ces travaux. Est-ce qu'il est important de les réaliser maintenant, ces travaux? C'est très important de les réaliser effectivement maintenant. Après la saison chaude et les pics de consommation, nous sommes maintenant dans une période jusqu'au mois de septembre où nous pouvons faire toutes les révisions des machines de production. Et donc, ça a commencé cette semaine. Et le reportage montre très bien la nature des travaux. C'est changer beaucoup de pièces, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'anticipation et beaucoup d'argent pour faire ces travaux. Est-ce qu'il va y avoir un impact en termes de coupure ou des délestages dans les semaines qui viennent? Pas du tout. C'est tout l'intérêt de planifier les choses les unes après les autres et d'éviter bien sûr les maintenances pendant la saison chaude. Non, c'est quelque chose qui est complètement transparent pour nos clients, mais qui prépare l'avenir. Alors, justement, on parle de blackout de temps en temps et ça arrive avec un énorme impact économique et social. À chaque fois, on nous parle de surconsommation occasionnelle. Alors, est-ce qu'il y a des mesures que vous mettez en place justement à court terme et à moyen et long terme justement pour éviter ces blackouts de surconsommation? Oui, mais ce n'est pas du tout des blackouts de surconsommation. Là, je vous arrête. Les deux qu'on a connus, alors un en 2020 et un cette année 2022, finalement, étaient de nature réseau. C'est-à-dire que c'était des problèmes de court-circuit assez violents sur le réseau qui ont fait s'écrouler, si vous voulez, les machines de production, mais les machines étaient présentes. Ce n'était pas une question, si vous voulez, de producteur, c'était une question de réseau.
Donc on n'a pas de souci de quantité, si vous voulez, de capacité à produire, même si il est très important aussi d'investir pour le futur, puisqu'il y a une croissance d'environ 4%. C'est probablement la plus forte de tous les départements français et de tous les DOM. Et cette croissance, bien sûr, il faut l'assurer dans la durée. Et donc, il faudra sûrement, d'ici 5 ans, 6 ans, construire de nouveaux outils, même si le photovoltaïque, pour l'instant, permet d'avancer. Justement, c'est la grosse crainte actuellement, parce qu'on voit les difficultés au niveau de l'eau, par exemple, avec la surconsommation. Est-ce qu'il risque d'y avoir justement des soucis par rapport à ces problèmes d'explosion démographique dans les années à venir ? À court terme, pas du tout. À moyen terme, il faudra bien sûr penser en temps et en heure aux investissements nécessaires. Quel type d'investissement, par exemple ? Pour l'instant, le photovoltaïque, je vous disais, permet d'avancer. Ça efface à peu près la croissance. Le photovoltaïque permet d'effacer la demande supplémentaire. Et cette année, nous aurons 2 grosses batteries mises en service qui sont l'équivalent d'une machine comme celle qu'on vient de voir et qui permettront de prendre l'énergie du soleil le jour pour la positionner le soir à 19h, au moment de la demande, vous voyez. Et donc, en fait, on a aussi des outils, j'allais dire, écologiques qui permettent d'utiliser le soleil même en début de soirée. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Je pense que d'ailleurs, produire l'électricité, c'est une chose, il faut la produire aussi avec le respect de l'environnement. Et on en parlait dans le reportage, il y a un projet de conversion totale de nos centrales au bioliquide, c'est-à-dire se passer complètement d'hydrocarbures, de gasoil, pour aller vers de l'huile de colza. Et c'est l'essai qui a été fait l'an dernier sur la centrale des Badamis avec un grand succès, un retentissement. La Réunion va procéder à la conversion en 2023, donc on n'est pas les seuls dans l'océan Indien à le faire. Et c'est important, je pense aussi, non seulement de produire, d'accompagner le développement, mais dans le respect de l'environnement. Alors, des aides sont prévues aussi pour la population, pour les aider à s'équiper des matériaux environnementalement meilleurs en termes d'isolation, photovoltaïque. Mais on dit souvent que c'est trop cher pour le niveau de vie ici. Est-ce qu'on a une idée de la demande actuellement pour ce type de matériaux Oui, on sait d'ailleurs que les économies d'énergie, puis c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'acheter finalement des matériels, des télévisions, des frigos, des clims, des brasseurs d'air, qui permettent en réalité d'économiser l'énergie parce qu'ils sont plus performants que le bas de gamme. En fait, on arrive à économiser à peu près 1% de croissance par ces actes, j'allais dire, à la fois civils, parce que quelqu'un qui décide de mettre des économies d'énergie, c'est qu'il le décide, et en même temps économique, puisqu'on les aide pour le faire. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est 1% de croissance en moins tous les ans grâce à cette maîtrise de l'énergie. Alors, juste une dernière question, rapidement. En termes de lutte contre la rétrocession électrique, vous en êtes où ? Ça a arrêté ou Non, mais si vous voulez, la rétrocession, elle épouse forcément la lutte contre l'habitat informel en général. Donc on est plutôt en accompagnement de la préfecture, même si nous-mêmes faisons des choses à côté. Ce que je voulais dire, c'est que cette croissance, puisqu'on en parlait, nous permet également d'avancer vers le client. On offre de nouveaux services, on a une agence en ligne et nous sommes passés à près de 300 collaborateurs. Plus de 20%. Merci beaucoup. J'ai 10 annonces d'embauche en ligne aujourd'hui. On a entendu. Merci à vous, Claude Hartmann. Beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général de DM Mayotte. Merci. En bref, on apprend qu'un accord de sortie de crise vient d'être signé au centre hospitalier de Mayotte. Ce document met fin à une grève au sein du laboratoire. Des agents qui se plaignaient de leurs conditions de travail. Ils ont pu obtenir plusieurs engagements de la part de la direction, notamment le départ de la cadre actuelle du service, la création de 7 postes, dont un référent informatique et 6 techniciens, ainsi que des audits pour identifier les difficultés d'organisation du service et trouver des solutions. Prenons maintenant la direction de Koungou. Plus de 7 mois sont passés depuis les démolitions du quartier informel de Karobolé. Aujourd'hui, la zone a un tout nouveau visage. Un projet de revégétalisation du site vient de s'achever. Et ce sont des jeunes de la commune en insertion qui ont procédé aux aménagements. Les riverains profitent de ce nouvel environnement fleuri et arboré. Géraldine Nuy, Maolida Bouanaeri. Fazila et ses amis flânent sur l'allée principale du sentier végétal. Les jeunes filles découvrent le site de Karobolé après végétalisation. Citronnelle, vétiver et aloe vera s'érigent désormais en lieu et place des habitations informelles. C'est un très très bon projet parce qu'en même temps ça va mobiliser les gens à un peu plus penser à l'agriculture ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses revenir avec tes amis pour te promener ? Oui, de temps en temps.
Ce chantier d'insertion par l'activité économique a inclus 4 jeunes de la commune de Koungou en insertion. 2 mois de travaux ont été nécessaires à la construction de ce parcours paysager. On a mis de l'aloe vera, du jasmin, des choses qu'on connaisse ici sur Mayotte, qui vont être apportées à la fois de l'odorat, des plantes médicinales qui vont être bénéfiques pour les usagers du site. Et peuvent même venir récupérer les citronnelles parce qu'on a planté pour eux aussi. Une fois bien prises, ils peuvent venir cueillir et aller planter chez eux. Des allées ombragées bordées d'arbres pour la fraîcheur et 6 îlots fleuris pour la vue et les senteurs. Le lieu a été aménagé pour le confort des riverains, mais également pour lutter contre l'érosion du talus. Il est situé sur la partie haute de la parcelle, c'est la partie qui est non constructible. Il y a des études qui ont été menées en amont et qui ont démontré que ce talus ne pourra pas être construit en bâtiment durablement. Quand il pleut beaucoup à Mayotte et après chaque pluie, la terre part et se retrouve dans le lagon en bas. Ça fait de l'envasement et derrière, c'est de la perte de biodiversité. Le budget de cette revégétalisation est d'environ 30 000 €. L'aménagement du site se poursuivra par la construction de 600 logements sociaux sur la partie basse du terrain. Dans un volet économique, comme chaque année, l'IEDOM et l'IEOM, la Banque centrale des Outre-mer, présente le bilan des économies ultramarines de l'année précédente. Une conférence de presse a eu lieu où, après le Covid, se sont invités les Chinois, mais surtout les Russes et les Ukrainiens, dont le conflit qui les oppose aura automatiquement des répercussions sur le plan économique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer pour cette année. Des explications de Jean-Michel Mazerolle et Emmanuel Gir. Un redémarrage de l'économie partout outre-mer l'an passé, après une année 2020 confinée économiquement à cause du Covid, c'est le bilan dressé par la Banque française des Outre-mer. Surtout au premier semestre 2021 et un rythme moindre au deuxième semestre. Bref, une reprise générale mais contrariée. C'est à la fois des difficultés d'approvisionnement et c'est l'enregistrement de hausses de prix assez significatives qui ont eu un impact sur l'activité. Par exemple, les containers venus de Chine, dont le prix a été multiplié par 3 pour l'ensemble de l'outre-mer et hors Nouvelle-Calédonie. Le rebond de 2021 aura permis de rattraper entre la moitié et les 3/4 de la perte d'activité de 2020 et même la totalité pour ce qui concerne l'océan Indien. Donc finalement, une assez bonne année. Dans la majorité des territoires ultramarins, le marché du travail retrouve en 2021 sa dynamique d'avant-crise, même si le chômage reste haut outre-mer par rapport à l'Hexagone. Côté entreprise, les PGE, les prêts garantis par l'État, ont de nouveau été accordés l'an passé et permis à nombre de sociétés de perdurer, et ce malgré la crise sanitaire. 21 000 entreprises au total pour un montant de 3,7 milliards d'euros. À noter que le produit intérieur brut ultramarin représente en 2021 2,4% du PIB de toute la France. Du côté du panier de la ménagère, les prix à la consommation enregistrent une hausse, plus 2,6% en moyenne dans l'ensemble des départements et régions soumis à l'euro, un peu moins que la moyenne nationale qui est de plus 2,8%. L'inflation, quant à elle, varie entre 1,4% dans le Pacifique et 3% dans le reste des Outre-mer. Il y a des prix qui sont réglementés sur des secteurs qui pèsent dans le panier de la ménagère, l'énergie en particulier. Il y a les systèmes des boucliers qualité-prix et il y a des fois des moindres taxations aussi de produits de consommation courante. Et tout ça fait que cet écart de vie chère qui s'explique par ces éléments structurels que je viens d'expliquer, on arrive à le contenir. Contenu, mais jusqu'à quand? Car après le bilan économique 2021, ce qui inquiète la Banque des Outre-mer et les chefs d'entreprise, ce sont les conséquences sur les finances locales pour cette année, du reconfinement d'une partie de la population chinoise et surtout de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'on voit semaine après semaine, et même mois maintenant, c'est que les impacts indirects sont de plus en plus sensibles. Les risques, ils portent à la fois sur le prix de l'énergie et des matières premières, avec des conséquences sur le transport aérien, sur le fret maritime, sur le secteur de la construction, sur les biens alimentaires. Compte tenu de la place de la Russie et de l'Ukraine dans le marché des exportations mondiales agricoles.
À peine commence-t-elle à se relancer face aux conséquences de la crise sanitaire mondiale qu'une nouvelle épreuve, un nouveau choc conjoncturel mondial s'ajoute et commence à menacer à son tour les économies ultramarines. De quoi faire grimper encore plus les prix de tous les biens et services et augmenter le phénomène de la vie chère outre-mer. Qui sera élu le plus bel homme d'Europe? Vous aurez la réponse ce week-end. En attendant, voici quelques images qui feront plaisir à nos téléspectatrices. Il s'agit des dernières répétitions de la grande finale Mister Europe Euronation 2022. Cette année, elle se tient à Mayotte, sur la place de la République à Mamoudzou. Un événement présenté par deux personnalités françaises, Clara Morgan et Philippe Candelero. Avec nous ce soir, Mariam Hassani, l'organisatrice de l'événement. Bonsoir et merci d'être là. Merci. Alors, un concours d'envergure internationale qui se déroule à Mayotte, ce n'est pas la première fois. Et on aimerait savoir, est-ce que c'est compliqué d'imposer la destination Mayotte pour ce type d'événement en Europe? Je vais vous dire que, bien sûr, tout simplement parce qu'on a déjà des candidats, en fait, qui n'ont pas pu venir parce que leur ambassade leur a empêché, en fait, de venir parce que Mayotte était sur liste rouge. Donc oui, vendre la destination de Mayotte est compliqué, mais je suis convaincue que la chaleur des Mahorais, la joie de vivre des Mahorais, l'accueil des Mahorais et toute la beauté de notre île a sa place au sein de l'Europe et dans le monde entier. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'un événement comme ça peut vraiment valoriser notre île. Mais vous avez fait quoi d'ailleurs pour les convaincre de venir, alors en dehors de tous ces atouts évidemment On diffusait les images quand même parce qu'ils ont vu les images de 2015. Ils ont vu l'île au sable blanc, ils ont vu la course de pirogue, ils ont vu le mont Chungi. Et c'est vrai que comme notre île est tellement mystérieuse, et c'est vrai que ça a creusé, à mon avis, dans leur imagination, la possibilité de venir et de vivre l'expérience chez nous. Alors un tel événement, ça représente quoi en termes d'organisation? J'imagine qu'il y a des personnes qui viennent, autant de personnes, il faut les loger, les nourrir, comment ça se passe? Tout à fait, donc on a un comité de 25 personnes qui logent dans un hôtel à Mayotte, et c'est vrai qu'en matière d'organisation, ce n'est pas très facile, mais je pense qu'avec de la volonté et l'envie aussi d'accueillir ces gens-là et de leur montrer qu'effectivement, on n'a pas des grandes infrastructures, mais le peu qu'on a, on peut les accueillir et ils peuvent revenir quand ils le veulent, en fait. Alors, parlez-nous de cette élection. Comment ça va se passer? On a vu les préparations à la place de la République. C'est ouvert à tout le monde. Comment ça va se passer? Oui, c'est un événement donc, public, qui n'est pas payant, qui est totalement gratuit. C'est pour les Mahorais. Donc, on demande juste aux Mahorais de venir soutenir donc, l'événement, d'être fiers d'accueillir un événement international. Tous nos compatriotes des îles n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc, je convie les Mahorais à venir soutenir, à regarder, et pour que ces personnes qui repartent chez eux avec les étoiles plein les yeux en continuant à dire que les Mahorais sont des belles personnes en fait et qu'ils aient envie de revenir. Alors dernière chose, j'ai vu que c'était diffusé en direct sur YouTube aussi. C'est une aubaine pour les acteurs économiques du milieu touristique en termes de visibilité pour le territoire. Est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre les sponsors ou il y a eu quelques complications, je ne sais pas? Dites-vous bien que l'événement est diffusé dans 52 pays européens et on a même d'autres pays internationaux qui se sont greffés à la diffusion de l'événement, dont Dubaï, le Liban, le Maroc et la Tunisie. Donc Mayotte sera vue dans le monde entier demain. Et ça, c'est une fierté pour nous parce que c'est vrai qu'avoir ces images à chaque fois de pays où il y a des délinquants ou d'être dans une liste rouge n'est pas très valorisant pour nous. Et là, c'est vraiment une aubaine pour nous de pouvoir donner le meilleur des Mahorais et de Mayotte ce jour-là. Donc, caribou. Merci à vous, Mariam Hassani. Merci des efforts que vous faites pour valoriser notre destination. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant au théâtre avant de conclure cette édition. La compagnie mahoraise Casia Danse au Royaume des Fleurs est actuellement dans l'Hexagone. Les acteurs Abdoul Aziz, Mohamed Bakar, Ali Feni Mohamed et Rayanti Saïd Bako et Badawi Sharif jouent dans la pièce de théâtre Murmure des Décasés dans la prestigieuse salle du Lavoir Moderne à Paris, et ce jusqu'à dimanche 15 mai. Le reportage est signé Ismaël Mohamed Ali et François Bourrouge. Murmure des Décasés est un arrachement, un cri du cœur. Entre silence de mosquée et bruit cataclysmique, une pièce de théâtre de Jojo Kazadi qui prend aux tripes. C'est très difficile de se détacher quand même de Mayotte.
elle est vivante, donc c'est très vivant cette île, avec plein d'énergie, plein de rencontres, et c'est une île où tout le monde est là, quoi. Ça fait vraiment un meeting pot là, dans cet endroit-là où il y a plein de rencontres et tout le monde trouve son compte. Et pourtant, à l'intérieur de ça, il y a les murmures. Il y a ceux qui parlent et ceux qui murmurent du bon ou bien du mauvais. Alternant entre nostalgie d'un temps passé, une sorte de paradis narré à travers les textes de feu Foundi Ali Saïd, Murmure des Décasés est aussi l'évocation d'un présent vertigineux. Je suis mahorais et je parle shimahorais. Des endroits d'attraction pour les enfants, ça c'est obligatoire, pour que la jeunesse puisse continuer à s'amuser. Et non l'école, les uns contre les autres, pour ne pas se perdre. Cette voix interroge surtout un peu le passé, de ce qui s'est passé avant, les traditions, notre culture, le vivre ensemble. La mémoire, la tradition sont ici confrontés à l'altérité, à la rencontre, à la modernité à travers des chants et des danses traditionnelles revisitées. Dans la pièce, j'ai ramené mon débat et avec cette danse-là, je porte la joie dans la pièce, je porte le sourire. Entre litanie de promesses, identité complexe, espoir, la pièce transpire souffrance, résilience et interroge aussi sur l'évolution de Mayotte. Un morceau d'âme, et tu ne peux la payer. Badala! Badala! C'est un regard aussi que je présente par rapport à ce que j'ai rencontré comme des croisements. Donc, et là, je donne aussi un regard et maintenant, c'est à l'autre de trouver aussi sa part de vérité. Murmure des Décasés se tient jusqu'au 15 mai 2022 au Lavoir Moderne à Paris. Voilà pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal en Mahorais. Excellente soirée sur La Première.